Je vérifier que les canaux d'interprétation marchent bien. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, indépendant de où vous vous trouvez. Nous allons parler de la situation à Gaza et les mouvements de solidarité internationaux. Nous avons de l'interprétation simultanée disponible en anglais, français, espagnol. Et vous pouvez mettre vos questions dans le chat. Nous allons les faire vers la fin du webinaire qui durera au top 90 minutes. Après le cessez-le-feu et l'échange d'otages, nous aimerions faire un état des lieux. Nous avons Dr Mustafa Wade qui est un des leaders du mouvement pour la santé du peuple, un grand leader politique de la Palestine. Et il donne son avis politique dans les médias. Nous avons également invité d'autres personnes assez importantes du mouvement pour la santé des peuples qui ont arrivé à ce peu. Docteur Hannah Bosse, médecin du mouvement pour le peuple et assurance, qui est un activiste. Donc, j'aimerais commencer par vous, Monsieur Assis, pour que vous puissiez nous décrire qu'est-ce qui s'est passé, parce que si je ne me trompe pas, cela est intercédé par l'Israël, n'est-ce pas? Oui, donc bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je tiens à remercier tous les camarades du PHM pour leur solidarité dès le début de ce mouvement-là. Pour la flottille, avant de dire ce qui s'est passé dans l'État israélien, il faut tout d'abord commencer par le début. Pour nous, l'idée de la flottille a commencé après le blocage qu'a connu la caravane terrestre qui est partie de Tunis, ça fait maintenant 3 mois, et en Égypte. Après ce blocage, on a commencé à penser on doit faire quelque chose de différent qui peut lever un peu le blocus sur Gaza devant tout ce silence mondial, soit le silence des États et même le silence de pas mal d'ONG. De cette idée-là émanait l'idée de trouver un autre moyen. C'était le débat avec les différentes flottilles, avec Liberté. Donc, on a constitué un groupe qui regroupe la flottille Somo de Maghreb, du Grand Maghreb, la flottille asiatique, Nusra, et le Global Movement to Gaza, même s'il y avait beaucoup de différences politiques sur l'approche, mais on s'est mis d'accord qu'on doit mettre en place la plus grande flottille qui va se diriger vers Gaza. Donc, on était 56 bateaux. Les participants finaux, après les formations et tout ça, qui ont pu prendre le large, on était 467 participants de 48 pays. Sur les bateaux, il y avait tout simplement des médicaments, des laits pour enfants, de la nourriture. On sait très bien que c'est un don qui est symbolique, mais notre objectif principal, c'était de casser le blocus. C'est les objectifs aussi qu'on a mis sur le lieu, c'est de médiatiser la question du blocus de Gaza et de montrer comment cet État, je peux même qualifier d'État voyou, c'est-à-dire l'État sioniste, comment il va agir devant une ampleur action. Donc on a mis des conditions, que le nombre de bateaux soit élevé, que la longueur des bateaux ne dépasse pas 20 mètres carrés, 20 mètres. Comme ça, on aura plusieurs bateaux, plusieurs gens qui vont y participer. Et on a ouvert la participation actuellement, c'est-à-dire de différents pays. Pour le déplacement, notre déplacement a commencé de Barcelone, c'était le 1er septembre, qui ont rejoint les Tunis. Et de Tunis, on a pris le large. Pour le comportement de l'État israélien, ils étaient très violents lors de l'interception des bateaux. Pour le bateau, c'est simplement une remarque. Le premier bateau a été intercepté, c'est-à-dire avec Madeleine, c'était à 120 miles. Pour Handala, c'était à 60 miles. Pour nous, c'est-à-dire pour la flottille, deux de nos bateaux ils sont arrivés à 24 miles des côtes de Gaza.
Donc, il ne restait tout simplement que 2 heures de navigation pour arriver à Gaza. Mais malheureusement, c'était une intervention musclée des forces d'occupation israéliennes. Le traitement sur le bateau était très mauvais parce qu'ils nous ont laissé dans le large toute la nuit du mercredi, c'est-à-dire du début. On était interceptés, nous, en tant que bateau. Donc, on a donné le nom de Dir Yassin pour montrer un petit peu le passé et l'actuel. Donc, on n'a pas voulu laisser le nom précédent qui est Mali. On a donné à notre bateau Dir Yassin. Il y a d'autres bateaux qui ont pris le nom de martyr de la Palestine ou bien des régions palestiniennes pour montrer que notre action, ça rentre dans la solidarité avec toute la Palestine. Et de même pour nous, la symbolité de Deir Yassin, là où il a été commis une meurtrier en 1948, pour montrer qu'il y a une continuité des génocides qui ont commis contre le peuple israélien depuis 1947. Après qu'on a passé toute la nuit dans le bateau, on était dans le devant du bateau, il y était, pour les nationalités qui ont été sur notre bateau, il y avait des Mauritaniens, des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, aussi une Américaine, un Anglais, une Irlandaise et une Turque. Donc, elles ont surtout, lorsqu'on a demandé comment les femmes rentrent dans une chambre ou bien quelque chose comme ça, qui seront à l'abri de l'eau et du froid, elles ont refusé, même si l'Américaine qui était avec nous, elle avait une hémorragie qu'on a essayé de soigner toute la nuit, mais elles n'ont rien voulu entendre. Après ça, ils nous ont emmenés vers le port d'Ashdoud. Sur Ashdoud, il y avait le cirque que voulait faire Ben Gvir. Il est venu là, les gens ils étaient menottés, ils étaient assis sur leurs genoux, et il est venu pour nous lire son discours sur qu'on est des terroristes, qu'on est des gens qui aident Hamas. En ce moment-là, tous les participants ils ont commencé à crier Vive, vive Palestine, free, free Palestine, Palestine will be free from the river to the sea. Et Ben Gvir, you are a baby killer, you are assassin. Donc, il a pu stopper ce cercle-là et partir. Et tout ce qui s'est passé à Ashdod a donné une charge très positive aux participants qu'on est prêt à garder notre dignité et lutter et les faire entendre ce qu'ils ne veulent pas entendre, c'est-à-dire Free Free Palestine et Palestine will be free from all, par tous les participants de la flottille. Après, ils nous ont transportés dans la prison de Naqab, et qui est une grande prison, et par la même occasion, il ne faut pas nous voir, nous, tout simplement. Dans la prison de Tsaout, il y a 10 000 Palestiniens qui sont prisonniers, dont 400 enfants. Donc, il faut mettre le point sur la situation de ces détenus parce que les conditions de détention, elles sont difficiles pour nous. Ils étaient un petit peu soulagés parce qu'il y a des Européens, des Américains, différentes nationalités. Ils nous ont mis dans des cellules plus ou moins correct, mais une prison, ça reste une prison. Et ils ont même battu pas mal de participants. Si quelqu'un bouge, bien essaie de faire quelque chose, il est battu. La nuit, chaque heure, il vient pour nous réveiller tout simplement pour nous compter. Et lorsqu'on a commencé à protester parce qu'il y avait un participant qui avait besoin d'insuline, ils ont refusé de lui donner de l'insuline. Et lorsqu'on a commencé à protester, elles sont venues avec des chiens, avec des gens armés et tout ça pour nous dire que tout simplement ils nous comptaient et on va pas, ils ont même dit qu'on ne va pas donner d'insuline aux terroristes, vous êtes là pour mourir dans cette prison. Et après, on avait une juge, c'était le matin du vendredi, je pense. Lors du passage devant la juge, chacun de nous a exprimé ce qu'il veut. Eux, ils ont posé la question, si vous voulez aller dans votre pays, on peut te envoyé dans ton pays pour des cas. Par exemple, pour mon cas, j'ai dit que pour moi, le plus important, c'est pas de discuter d'aller au Maroc. Le plus important, c'est on était enlevé des eaux internationales. Et le deuxième point, la maltraitance qu'ont subi les femmes dans le bateau ainsi que les participants. Et le troisième point, c'est le sort de notre bateau. Parce que les Israéliens, ils ont confisqué tous les bateaux qui étaient, sauf 3 bateaux qu'on a réussi à les faire couler parce que les directives sur lesquelles on a parlé, c'est que si il y a la possibilité de faire couler les navires, on peut le faire parce qu'on sait que pour couler un navire, il faut 4 à 5 heures. Donc, il y aura le temps pour que les gens seront sauvés, mais que les Israéliens ne bénéficient pas des bateaux.
Il y avait la sortie de la première vague. Pour mon cas, on est resté 6 personnes. Moi, un autre Marocain, trois Norvégiens et un Nigérien. Pour moi, la situation elle est claire. Ils ont commencé même à ouvrir une enquête avec moi sur ma position avec la résistance, soit avec Hamas, soit avec le FLP, soit avec Hezbollah, sur mon passé. J'ai refusé de répondre parce qu'il n'y a pas d'avocat et les interrogatoires, ils étaient le soir. Donc, ils étaient obligés de nous emmener dans d'autres cellules, ce qu'ils qualifient, eux, des cellules de correction. Et dans ces cellules, elles ne sont pas dans les bâtiments, elles sont isolées dans une zone un peu désertique avec un climat saharien. On a même, lorsqu'on était dans ces cellules, commencé à entendre les bombardements sur Gaza. Et tout le temps, il y avait des F-16 qui survolent vers Gaza, c'est-à-dire il y avait la continuité de la guerre. Pour moi, ce qui m'a marqué plus, c'est les histoires écrites sur les murs. Sur les murs de ces cellules de correction, il y a encore des sangs sur le mur. Il y a même des traces, des écrits des gens qui ont subi la torture avec leur nom et beaucoup de choses. Donc, tout ce qui a été écrit sur le mur, c'était des histoires des gens qui ont passé par ces cellules. Euh, après, après l'arrivée de Madeleine, l'île Madeleine, c'est-à-dire le deuxième convoi de bateaux, ils nous ont encore une fois ont placé de les mêmes cellules qu'avant. Et les avocats, c'est-à-dire de l'association Adala, que je tiens vraiment à remercier parce qu'ils ont été au soutien de tout le monde. Ils étaient notre lien de connexion avec l'extérieur. Ils ont mené des discussions avec les Turcs et avec Mille Madeleine s'ils peuvent nous emmener vers eux, c'est-à-dire vers la Turquie. Et après, on part. Donc, c'était les choses. Le dernier jour, ils ont venu pour essayer de nous forcer à signer une demande d'aller vers le Maroc. Personnellement, avec les Norvégiens, on a résisté, on n'a rien signé. Au contraire, on a demandé l'ouverture d'une enquête sur la situation dans laquelle on était et de même sur la mise dans des cellules d'isolation sans jugement, sans rien du tout. Je pense c'est un peu de ce qui s'est passé. J'étais 10 jours dans les prisons israéliennes. Mais le plus important pour nous, c'est que les objectifs de la flottille, je pense qu'on a atteint pas mal d'objectifs. C'est sur la question médiatique. On a mis beaucoup le point sur la question de Gaza durant les 6 jours où les bateaux étaient sur la mer. Il y avait beaucoup de choses. Il y avait la mobilisation en Italie, la mobilisation en Espagne, en France, dans pas mal de pays, ainsi que dans les pays de la région. Pour l'avenir, je viens même d'atterrir de la Tunisie. On essaie un petit peu de refaire la même chose. On est sur le point d'organiser une autre flottille plus importante que la première, qui sera dans les alentours du mois de mars. On va essayer d'attendre un petit peu comment les choses vont se passer avec Rafah. Si les choses ne vont pas dans le bon sens, et d'ailleurs ce qui s'est passé aujourd'hui montre que les Israéliens veulent encore une fois revenir en guerre, on a déjà commencé les discussions pour avoir une flottille plus importante, c'est-à-dire qui avoisine les 100 bateaux qui vont prendre le large de la Tunisie vers la fin du mois de mars à l'occasion de la journée de la Terre. Donc, c'est un peu ce que je peux vous dire. S'il y a des questions, je peux vous répondre. Et encore une fois, merci à tous les camarades qui m'ont soutenu dans cette épreuve-là, qui rentrent dans notre logique de PHM. En tant que des militants de terrain, on était parmi les premières organisations qui ont qualifié ce que se passe à Gaza d'un génocide. On a fait beaucoup de choses. Il nous reste beaucoup de choses à faire. Merci à tout le monde. C'est une expérience terrible, mais il y a plein de victoires par ce mouvement. Et avant que nous... Dr Moustapha, sur l'explication d'aujourd'hui, je voudrais demander à Hannah sur son expérience, spécialement en dépit de cette terrible situation qui a été décrite par Aziz. Quel a été le moment plus remarquant de la flottille? Oui, un petit point. Je m'excuse, docteur Barbouti. J'ai oublié que depuis notre arrestation,
c'est-à-dire 10 jours, tous les participants au moins du Maroc, l'Algérie et la Tunisie, on est rentré dans un grève de faim pendant 10 jours, y compris 2 jours de grève de faim et d'eau. Façon Hama. Il y a des gens qui disent que l'interprétation ne fonctionne pas. Maintenant, ça fonctionne. J'ai vérifié l'anglais et ça marchait pas. Ça marchait bien. Ça marche bien. Ça marche bien. Voilà. Bonjour tout le monde. Je voudrais remercier PHM de m'avoir invité. J'ai participé dans la deuxième vague de flotilla, qui était un bateau plus grande. Dans le bateau, nous étions 42 mais, journalistes et médecins. Nous étions en solidarité avec le groupe de solidarité de Gaza. Nous ne savions pas que les journalistes et que les travailleurs des médicaux étaient ciblés comme pour le génocide. C'était parce que eh, quand il y a plein de journalistes qui peuvent être moins, c'est pour ça que plus de 152 journalistes ont été tués et que les hôpitaux aussi ont été ciblés. Plus de 100 euh, travailleurs de la santé ont été tués dans ce conflit. Nous étions en solidarité avec les professionnels médicaux et les journalistes. Nous voulions faire un siège pour entrer et aider à nos collègues, pour rester dans les hôpitaux et pour transmettre ce qui se passait pendant le génocide. Dans les zones de conflit, les travailleurs humanitaires devraient avoir accès. Mais comme la flottille des Global Summit ont été interceptés au-delà de Madrid, à 200 kilomètres de la côte de la Palestine, ce qui était une nouveauté et qui a montré que le gouvernement israélien a vraiment peur de ce flottille parce qu'il euh, amène beaucoup d'attention. Pour moi, le point remarquable d'avoir participé dans le conscience a été la solidarité entre nous, entre les participants, c'est-à-dire des 22 différents pays. Nous avions des équipes merveilleuses, des personnes professionnelles médicales, tout le monde s'occupait de tout le monde. Nous avions des participants de 21 à 84. Nous étions une équipe très diverse, très connectée à Gaza. Beaucoup d'entre eux avaient travaillé à Gaza avant et il y avait des contacts avec des journalistes palestiniens et qu'ils travaillaient avec les agences des médias. Alors, il y avait des connexions profondes et l'un des mouvements plus beaux dans les consciences a été quand nous avons organisé un appel avec nos collègues de Aouda, le ONG des Palestiniens. Nous avons appelé Mohamed Saouna, Gérard Maleklouk, le directeur de l'hôpital Aouda. Et ça a été un moment très profond. Nous avons parlé de comment nous devions avoir le droit d'arriver à Gaza et d'amener de l'aide et de nous voir et de partager notre solidarité et de continuer à préserver la santé pour le peuple de Gaza. Alors, ils avaient des espoirs que nous arrivions et nous étions déterminés à arriver. Mais malheureusement, nous avons été arrêtés. Et ont essayé de tout aux prisons pour nous décourager, pour nous humilier, pour avoir peur. Mais ça n'a pas marché. Et nous avons été dignifiés et il nous manquait très peu. Et ils étaient mis dans cette prison horrible pour personne ne sait combien de temps. Et nous devons continuer notre lutte pour libérer tous les Palestiniens, spécialement pour arrêter les génocides d'Israël dans Gaza.
Moustapha Bagouti va nous raconter de plus pourquoi ceci est en train de se passer. Merci. Merci Aziz et Hannah d'avoir parlé des exemples de solidarité internationale. L'étude de Hannah nous amène près de la situation à Gaza. Ceci, j'ai une question pour Moustapha aussi. Maintenant que le cessez-le-feu et le génocide de Gaza a apparemment entre une nouvelle étape, est-ce que vous êtes d'accord avec Aziz et Hannah que les campagnes de solidarité internationale telles que les flottilles ont contribué au cessez-le-feu? Et quelle est votre opinion sur la nouvelle situation qui s'est développée maintenant depuis la semaine dernière? Merci. Je suis très contente d'être avec vous. Et PHM, je voudrais remercier Hannah et Aziz pour leur participation dans les flottilles. Eux et tout le monde de différents pays qui ont participé et dans la promotion de la solidarité internationale avec le peuple palestinien. Je pense que c'est une activité très noble, une position très noble de ceux qui veulent vivre en paix, mais qui risquent leur vie pour solidarité avec le peuple palestinien. Je suis très contente que la flotilla est accrue tellement grande. J'ai été dans les premiers voyages de la flotilla. Ça a été 4 fois avant qu'ils aient détruit les bateaux. Mais c'est impressionnant comment les mouvements internationaux sont devenus tellement puissants. Et je suis d'accord que le cessez-le-feu s'est passé seulement parce que il y a eu 2 facteurs. L'héroïsme du peuple de Gaza et la solidité et l'héroïsme du groupe palestinien, mais aussi à cause des mouvements de solidarité internationale qui est devenue une révolution vraie des solidarités internationales partout dans le monde. Et ce n'est pas une coïncidence. Nous tous savons que Trump est du côté d'Israël. Nous savons que avec l'Israël, il disait qu'il était fier d'avoir fourni les armes à Israël. Et il parlait avec orgueil que Israël les avait utilisées de manière si puissante. Et bien sûr, cela veut dire qu'ils ont tué plus de 70 de personnes ou plus. Mais Trump a exposé la réalité de pourquoi il est intervenu. Il a dit qu'il est venu pour rompre l'isolement et dans lequel est Israël pour sauver l'Israël de l'isolement. Il a dit à Netanyahou, quand il a pressionné pour accepter le cessez-le-feu, vous devez comprendre que vous ne pouvez pas lutter contre tout le monde. Qui est tout le monde? C'est vous, le mouvement de solidarité internationale. Qui a créé cet isolement? Vous. Et vous, votre travail merveilleux, que vous soyez dans le journalisme, dans le travail médical ou dans d'autres formes de solidarité, nous avons imposé cette décision. Nous, les personnes, et, et, et imposé l'apartheid et l'isolement. Nous avons cité l'Israël qui commettait tous ces délits. Je voudrais dire que oui, le cessez-le-feu a été déclaré, le monde, la guerre a été déclarée comme c'est fini, mais ce n'est pas fini. Depuis que le cessez-le-feu a été établi, l'Israël l'a violé 70 fois, y compris aujourd'hui, en réalisant des attaques aériennes dans 20 différentes régions de Gaza. Jusqu'à maintenant, ils ont tué la plupart d'enfants. Ils massacrent ou ils ont bombardé un petit camion qui
et amener une famille, un père, une mère et 4 enfants. Et et 11 personnes au total. Dans les 6 villes de Gaza, dans la région Zaitoun. Mais maintenant, ils bombardent rapidement dans différentes régions de Gaza, ce qui montre la fragilité de ce cessez-le-feu. En même temps, Netanyahou insiste de violer l'accord en prévenant l'ouverture du croisement de Rafah. Et Rafah est important non seulement pour les fournitures à Gaza, mais aussi parce que c'est la seule manière dont les gens peuvent se sortir pour traitement ou que les patients qui ont besoin de soins médicaux pour sortir. Et c'est la seule manière où quelques personnes qui étaient bloquées qui peuvent rentrer. Donc, il exerce de la pression sur l'aide humanitaire et Gaza a encore besoin de 1000 camions de l'aide humanitaire tous les jours. D'après l'accord, il devrait laisser passer jusqu'à 600 par jour, mais tous les jours, il laisse passer peut-être 140, maximum 400. Et la situation humanitaire, elle est assez mauvaise. Le blocus n'est pas seulement une question de quantité, mais de qualité également. Par exemple, il empêche la qualité des équipements, des passages, des engrais, des médicaments, des équipements. Ils empêchent l'entrée des matériaux de construction. Et vous savez que presque 90% des logements des institutions ont été détruits, mais pas encore, il ne le permet pas. Et vu de la destruction israélienne, c'est pas possible. Mais pas seulement cela, ils ne mettent pas en œuvre l'accord. Jusqu'ici, l'armée aérienne tient encore plus de 50%. Et ils parlent de tous les otages qui ont été pris la même journée. Dont la plupart des corps ont été tués par le bombardement israélien. Le Hamas soutient qu'ils ne peuvent pas arriver à trouver les cadavres parce qu'ils se trouvent à une grande profondeur. Et l'Israël ne permet pas d'aider à enlever tout ce qui empêche la récupération des cadavres. Et l'armée israélienne est toujours là, toujours à occuper le territoire. Cependant, l'Israël utilise le fait que tout cela ne peut pas être délivré comme justification pour ses actions. À propos, tout le monde parle des otages comme ils aiment les nommer, mais personne parle des otages palestiniens. Personne parle de 12 000 Palestiniens qui sont toujours dans les prisons d'Israël, ni dont 400 sont des enfants. Et nous avons également plus de 300 personnes qui se trouvent dans une situation d'arrêt administratif. Ils sont chez eux sans savoir pourquoi, parce qu'il n'y a pas d'accusation qui a été formulée à leur encontre. Et personne parle non plus de la situation du fait qu'Israël détient toujours 700 cadavres de personnes assassinées par eux. Il y a des années qu'Israël
conserve ces cadavres. En plus, le corps des 33 prisonniers qui sont morts dans les prisons israéliennes, mais l'Israël continue de les garder pour qu'ils puissent remplir leur contention à prison. C'est pour avoir un emprisonnement à vie. Voilà quelle contradiction. Mais la chose la plus importante, c'est que nous avons une montée incroyable de la part d'Israël. Les conditions médico-sanitaires deviennent de pire en pire. Nous avons de 7000 personnes palestiniennes qui ont été blessées, qui ont besoin de se faire soigner parce que les centres médicaux à Gaza ne suffisent pas. Cependant, l'Israël ne permet pas de les faire sortir de Gaza. Nous avons énormément de patients qui souffrent du cancer, d'autres qui sont atteints de maladies graves. Il y a par exemple un père dont son enfant a besoin d'une chirurgie cardiaque et ça fait déjà 6 mois que j'essaie de trouver une façon de les faire sortir à travers une organisation, mais sans aucun réussite jusqu'ici. Et non seulement le matériau médical n'est pas permis dans Gaza, mais ces derniers mois, l'Israël a commencé spécifiquement à viser le centre de santé comme des cibles, et surtout l'association d'aide palestinienne. Et dans le principal centre de Palestine, ils ont dit qu'ils vont les garder. On voit comment il s'agit d'un acte de vengeance. Ce sont 2 centres qui ont le meilleur équipement à Gaza. Ils ont tout été détruits. Quelque chose de dévastatrice de voir comment se structurent les cliniques que nous avons passé 30 ans à construire ont été détruits dans un petit délai de quelques minutes. Les services médicaux en souffrent énormément. Il y a d'autres centres qui ont été frappés dans les hôpitaux, etc. 95% des hôpitaux ont été bombardés. Le niveau de destruction est énorme et c'est l'indice long de leur objectif. Ils veulent aucun soin médical. À mon avis, personne dirait que la guerre est finie à Gaza. La guerre continue d'être très active et la solidarité ne devrait pas s'arrêter, mais il devrait être augmenté en termes de quantité et de qualité. Parce que la souffrance, s'y continue, la seule façon de restreindre l'Israël, comme cela a déjà été prouvé, est une combinaison de la résistance des Palestiniens avec un mouvement de solidarité internationale fort. Nous avons besoin de votre aide pour mettre en œuvre le plus grand nombre de soutiens des actions parce que nous avons besoin d'améliorer le boycott et même que les impositions. Parce que notre objectif, ce n'est pas de mettre fin à la guerre, mais mettre fin à l'occupation, mettre fin à ce système d'apartheid dont nous souffrons. Et permettez-moi également de dire quelques mots sur la situation en Jordanie, où la situation est horrible. Je ne sais pas si je vous ai partagé cette vidéo ou pas, mais il y a une vidéo avec des occupants terroristes israéliens qui essayent de récolter un arbre, un olivier, et un Israélien frappe une femme assez fortement. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec elle, mais je suis sûre qu'elle a une blessure assez grave dans sa tête. Après ça, le Palestinien ne peut pas récolter les oliviers et vous le savez bien,
comment les oliviers sont importants pour les agriculteurs palestiniens. Mais la plupart d'entre eux ne peuvent pas faire la récolte parce qu'ils ont la protection de l'armée israélienne. L'armée israélienne a établi plus de 1000 points de contrôle tout au long de la Jordanie. Ils ont établi 22 centres d'occupation neufs ces dernières années. Et il y a également d'autres points qui pourraient devenir de nouveaux centres d'occupation. Voilà, ils occupent énormément de points dans le territoire de la Cisjordanie. La situation est affreuse et les attaques contre les populations palestiniennes continuent tous les jours à la Cisjordanie et dans d'autres zones où les Palestiniens ont été déplacés. Nous avons plus de 60 communautés qui ont été déplacées par les occupants israéliens. Bien sûr que ces personnes souffrent de difficultés, ils essaient de s'organiser pour se protéger contre les occupants et contre l'armée israélienne, mais l'enjeu est énorme. Vous devez savoir également que l'objectif de l'Israël est frapper l'économie de la Cisjordanie, qui se trouve sous une occupation militaire totale de la part d'Israël. Nous devons nous rappeler ici que la vie de tous les jours est frappée de tous les coins. Comme vous le voyez, nous devons faire face à pas mal de défis, c'est-à-dire chaque action solidaire nous aide énormément et ça soutient la morale du peuple palestinien. Donc, je vous demande de continuer. J'étais en Afrique du Sud il y a peu avec Jeremy Colbin et nous avons participé à pas mal d'activités de solidarité. Et le peuple d'Afrique du Sud m'avait dit que même dans le moment de la plus grande solidarité à l'époque de l'apartheid, ils n'ont jamais vu un niveau assez haut de participation comme nous le voyons aujourd'hui, ce qui est assez encourageant. Nous voyons que presque 2 millions de personnes prennent les rues pour se mobiliser, pour faire les manifs. Nous avons vu un arrêt contre le gouvernement de Mélanie ou même la situation à Londres avec 1 million de personnes ou les manifs contre Trump aux États-Unis qui sont toujours liés au drapeau palestinien ou qui en font une expression de solidarité. Et c'est là un témoigne de la prophétie de Mandela, que la Palestine est devenue la situation morale la plus importante de nos temps. C'est pour cela que nous vous remercions, vous tous qui font une expression de solidarité envers le peuple palestinien. Et j'ajoute, c'est pas seulement la Palestine qui est occupée et qui souffre toutes ces atrocités, mais le Liban, lui aussi, est la victime des attaques d'Israël, la Syrie également. C'est toute une région entière qui souffre des actions de l'Israël. Je connais bien notre peuple, je sais combien ils sont résilients et il y a une seule façon pour nous de s'en sortir. C'est le chemin vers la victoire pour surmonter toutes ces difficultés. Merci beaucoup. Votre participation a été assez complète, assez approfondie et c'est bien que vous avez fait allusion également à la destruction des cliniques de centres parce que cela me permet de vous dire qu'avec le mouvement pour la santé des peuples, nous sommes en position de récolter des fonds pour des organisations de santé à Gaza pour reconstruire le centre de santé.
Nous négocions également avec le gouvernement de la Colombie pour vous donner du soutien. Et cela m'amène vers une autre question. Nous avons réfléchi à la solidarité internationale moyennant des actions et qu'est-ce qui se passe avec les gouvernements, par exemple le gouvernement de la Colombie, de l'Afrique du Sud et d'autres gouvernements du Sud global y ont joué un rôle. Et quel est le rôle qu'on pourrait envisager pour les nations arabes? Est-ce que vous pourrez nous en parler? Oui, oui, bien sûr. Bonne question. Nous ne pouvons pas mettre tous les gouvernements dans un même sac. Il y en a des différences, bien sûr, mais ceux qui sont à l'avant-garde sont des pays tels que l'Espagne, l'Irlande et bien sûr d'autres. Mais l'Espagne a été clé pour l'embargo militaire. Et ceci était très puissant. Aussi, le gouvernement espagnol qui était vraiment surprenant, leur soutien consistant à la Palestine. La Colombie a été à l'avant-garde. En effet, la Colombie a travaillé avec Israël et ils ont arrêté la fourniture de charbon. Je pense que l'Israël importait leur carbone de la Colombie et de l'Afrique du Sud. Et quand j'étais en Afrique du Sud, j'ai appris et je reçu tellement de soutien. Et nous avons demandé à l'Afrique du Sud qu'on arrête les fournitures de charbon. La meilleure entreprise qui produit le charbon en Afrique du Sud est en Colombie. Et cette entreprise a été créée par un Israélien. L'Afrique du Sud a été très bonne. Ils ont rejeté la pression pour arrêter le cas dans la Cour internationale de justice. Et ils continuent avec ça. Alors, l'Afrique du Sud est très important ici. Aussi, je voudrais mentionner que toutes les pressions de la Cour internationale criminelle incluaient les sanctions sur les juges et les prosécuteurs généraux qui ne va éviter que la Cour internationale de justice continue avec le cas de Netanyahou et de Galant. Et ceci est très, très encourageant aussi. Nous espérons, et je pense que plusieurs gouvernements, même quand nous regardons l'Angleterre, pourquoi est-ce qu'ils reconnaissent la Palestine ou la France? Parce que les gens exercent pression. Et c'est le même cas de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. D'abord, change les personnes. Après, les personnes changent le Parlement et finalement le gouvernement. Et les derniers, ça rôle les États-Unis en tant que gouvernement. Mais les Américains changent aussi rapidement. Nous avons vu les enquêtes qui viennent de là. Et pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, 51% des gens soutiennent la Palestine. C'est beaucoup plus de ceux qui soutiennent l'Israël. Et plusieurs personnes dans les partis démocratiques et 35% des partis républicains disent que les fournitures militaires à l'Israël doivent s'arrêter. En tant que les démocrates disent 70%. Les grands changements est dans les plus jeunes générations et 40% des jeunes juifs soutiennent les droits des Palestiniens. C'est dramatique. Et par rapport aux pays arabes, quelques pays arabes commencent à avoir l'impression de ce que je m'attendais. Et j'ai déjà parlé ouvertement. Ça fait plus d'une année et demie. Les marques de soutien pour soutenir le peuple palestinien validé va mener à une instabilité interne, une déstabilisation, parce que les peuples de ces pays sont très, très fâchés, parce que le gouvernement
n'ont pas soutenu la Palestine. Je pense que ces sentiments, la rage des gens des pays arabes a fait que plusieurs pays exercent pression pour que Trump propose le cessez-le-feu, spécialement après l'attaque du Qatar par Israël, parce que ceci a montré à tous les gouvernements arabes qu'ils ne sont pas immunes, que l'Israël ne va pas s'abstenir d'une attaque dans aucun pays dans la région. Je pense que c'est utile et j'espère que cela amène à de meilleures positions dans l'avenir. Mais je mentirais si je dirais que je suis contente avec la position de ces gens. Nous sommes contents avec les gens parce que les gens du monde arabe sont tous avec nous. Mais à niveau de gouvernement, plusieurs choses doivent se faire. Pour l'instant, je vois que Dr. Laila de Jordanie, qui est cardiologue pédiatrique, offre l'aide pour l'enfant que vous avez mentionné qui a une maladie cardiaque. Alors, nous pouvons vous mettre en contact, s'il vous plaît. Il y a quelques questions intéressantes. Alors, comme nous avons parlé du monde arabe, Aziz, je voudrais vous demander sur la position du Maroc, parce que, par exemple, quand Trump a parlé dans Knesset, il parlait de Ibrahim ou Abraham. Pour lui, c'était comme un jeu de mots, même. Alors, je pense que dans la normalisation, c'est-à-dire la normalisation des rapports entre l'Israël et les pays arabes, le Maroc a un rôle fondamental. Est-ce que vous pouvez brièvement expliquer ce qui Oui, c'était? merci Wim. Je suis d'accord avec le Dr Moustapha Al-Barouti en ce qui concerne l'analyse globale et internationale, mais la particularité de nos pays, c'est-à-dire des pays arabes, il faut les prendre avec beaucoup de précision et beaucoup d'intérêt. La normalisation entre le Maroc et l'État sioniste, c'est pas une normalisation normale parce qu'on n'a pas de frontière avec l'État sioniste, mais c'est une normalisation stratégique pour les sionistes sur trois points. Le premier point, c'est que après la guerre avec le Liban et dans la région entre l'État israélien et le Liban, lorsque on a vu que tout l'État de la Palestine est découvert, que les missiles de Hezbollah arrivaient à des zones très arriérées, maintenant Israël il est en train de construire deux usines d'armement au Maroc. L'un au nord, dans la ville de Nador, là où il y a production des drones, et le deuxième dans la région de Casablanca, là où il y aurait production de ce qu'on appelle smart missiles. Donc, c'est une normalisation qui va dans ce sens-là, dans des choix militaires stratégiques à l'aide de l'État sioniste. Ça, d'une part. D'autre part, lors de ce génocide, le Maroc, malheureusement, l'État marocain a joué un très mauvais rôle. On était l'intermédiaire ou bien le pont entre les armements fournis par les États-Unis et à l'État israélien. Tous ils transitent par le Maroc. Ils ont tous passé à travers le port de Tanger. Ça, d'une part, c'est vrai, on a mené pas mal d'actions dans la rue depuis 2 ans qu'on est dans les rues. On a même allé au tribunal pour déposer plainte contre l'État marocain et l'a considéré comme fait partie de ce génocide contre les Palestiniens, pour l'État parisien. Ça, d'une part. Le deuxième point dans la normalisation, c'est le changement dans les programmes d'éducation au Maroc. L'État marocain essaye pour les générations à venir, de leur inculquer, de leur montrer que les Israéliens sont des pacifistes, que nos ancêtres vivaient au Maroc entre les Juifs entre les Juifs et les Marocains, tout en essayant un petit peu de jouer cet amalgame sur la question sur la question palestinienne et de montrer qu'il n'y a pas de différence entre les sionistes et les juifs, tout simplement. C'est un débat des panarabistes. Ça, le deuxième point. Le troisième point, c'est que maintenant, on est passé à un autre point qui est très négatif. Et ce qui s'est passé cette semaine-là au Conseil de sécurité, lorsque les États-Unis, ils ont commencé à distribuer une note, ou bien une mouture concernant la question du Sahara occidental aux pays amis du Sahara occidental, tout en leur faisant un chantage. On peut retirer, ou bien si vous adoptez
cette question-là du Sahara occidental, on peut un petit peu trouver une relation entre Israël et ces pays amis du Sahara occidental. Donc, le Maroc, il est un petit peu essayé de jouer un rôle très négatif. De même pour les autres pays. Je pense qu'on a commis une grosse erreur lorsque l'Égypte a commencé la normalisation avec l'État sioniste. On n'a rien fait. On a considéré que c'est une bataille des Égyptiens, alors que non. Il faut aussi prendre la bataille de normalisation comme une bataille stratégique pour nous dans la région entière, parce qu'avec cette normalisation, je pense qu'on va participer ou bien aller dans le sens de l'enterrement de la question palestinienne. Donc, la question de normalisation, il faut essayer de prendre aussi de mutualiser le travail et de mutualiser la solidarité avec le mouvement marocain contre la normalisation avec l'État sioniste. Merci, Aziz. Revenons à l'Europe maintenant, parce que ce que j'observe est que depuis l'été, les positions en Europe ça change aussi. Quelques pays, et je vois que Moustapha est déjà a donné quelques exemples, ont commencé à prendre des sanctions contre l'Israël. Ceci aurait été impossible, ça fait 1 ou 2 années. Alors, quelle est votre impression sur cela? Oui, il a été dit, mais nous avons vu un grand changement, spécialement dans l'opinion publique avec le peuple. Tout le monde a cette idée claire sur le fait qu'il y a un génocide et il y a une responsabilité de la part des gouvernements. Ceux qui ont signé la convention anti-génocide doivent prendre toutes les actions pour éviter le génocide. Alors, voilà, et ce que les gens demandent de leurs fonctionnaires de gouvernement. Mais en Europe, il y a cette dynamique entre l'Union européenne et les États membres, et beaucoup d'États membres, tels que la Belgique, qui font référence à l'Union européenne. Ils disent, bon, nous allons attendre l'action du Parlement avant de prendre des mesures contre Israël. Ce qui est ridicule parce que tous les États membres peuvent prendre des actions, comme d'autres États le montraient, tels que l'Espagne, tels que l'Irlande. Alors, si les gouvernements prennent des actions, telles que nous avons en Belgique, de la droite, c'est parce qu'il y a de la pression de la rue, parce que les gens se mobilisent, spécialement les plus jeunes. Nous voyons des étudiants et des jeunes dans les mouvements solidaires. Et c'est une source d'espoir parce que ces jeunes apprennent que notre gouvernement ne agisse pas quand il y a des génocides. Cela veut dire que le monde n'est pas un endroit de sécurité, que leur futur en Belgique est défié, que ce n'est pas quelque chose qui se passe seulement en Palestine, loin d'eux, mais qu'ils font des campagnes contre la militarisation de l'Europe, de leur société. Ils ne sont pas d'accord que l'argent devrait aller à, à l'éducation parce que l'argent est investi dans des armes américaines. Nous avons eu une manifestation très grande, une grève, et beaucoup de jeunes ont porté des signes disant arrêtez la militarisation. Alors voilà, les mêmes jeunes qui ont lutté pour la Palestine, mais qui luttent pour un meilleur avenir et une meilleure société dans notre pays européens, ce qui est un pas énorme pour la libération mondiale, pour vivre en paix. Alors, je suis très fière et très contente de dire que la Palestine est la boussole morale et qui amène beaucoup de force, beaucoup de gens, jeunes à l'action. Et c'est qu'il faut continuer parce que c'est seulement quand il y a des pressions dans les rues que l'action va se passer. Alors, si nous parlons de la Belgique, nous avons vu un grand changement au niveau de la politique. Il parle de génocide maintenant, il parle de responsabilité pour l'Israël et ils prennent de petits pas de reconnaissance de la Palestine, même s'il y a des conditions d'asile. C'est, il y avait peu de pression. L'Israël est traité comme un État paria dans plusieurs terrains académiques. Il y a plusieurs boycotts des projets de recherche avec les universités israéliennes qui sont arrêtées dans les sports, par exemple. Quand l'équipe israélienne était sous pression, la pression sur FIFA
Pour l'équipe de football israélienne, nous voyons des événements de culture où l'Israël participer, qu'elles sont en train d'être exclues parce qu'on ne peut pas continuer avec la normalisation. Comme Aziz a dit, c'est un régime de génocide et nous devons les isoler par tous les moyens possibles. Et ceci est en train de se passer et cela cause beaucoup d'isolement. Il les a fait sentir mal à l'aise. Et quand nous faisons tout ce pas et que nous célébrons cette petite victoire, nous allons prendre des expressions sur les politiciens. Ils seront les prochains. Ils vont suivre. Ils devront changer. Autrement, ils ne seront pas réélus la prochaine fois. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Mustafa. Ces gouvernements vont changer sous la pression du peuple qui s'organise dans la rue. Merci, c'est une voix très utile de l'Europe. Oh, j'aimerais ajouter quelque chose, si vous me le permettez. Allez-y. La question de la lutte pour la solidarité a lieu non seulement en Europe ou dans les pays du Moyen-Orient. Moi, je me suis rendue en Indonésie pour empêcher une chose terrible qui quelques-uns sont en train de pousser, c'est-à-dire le nettoyage ethnique des Palestiniens vers l'Indonésie. Et j'ai trouvé qu'en Indonésie, il y a une autre île qui a hébergé quelques mille Indonésiens. Et la question a été présentée auprès du gouvernement pour traiter des Indonésiens blessés, mais c'était seulement une excuse pour justifier ce nettoyage. Je pense que lors d'une visite de 5 jours qui a compris des membres du Parlement et des campagnes de médias et des membres du gouvernement, je pense que nous avons réussi à bloquer cette possibilité. Et cela a été un frappe assez important pour les plans israéliens et pour le plan de visiter l'Israël suite à la réunion. Bon, et grâce à nos contacts, je ne sais pas si les plans existaient d'y aller ou pas, mais finalement, le ministre des Affaires étrangères a déclaré formellement que ces visites n'auront pas lieu du tout. Il est important de regarder le monde en entier. Et un des pays à regarder, c'est l'Inde, qui a passé d'être un pays assez amical vis-à-vis de la cause palestinienne, avec Indira Gandhi et bien d'autres, a malheureusement adopté des positions carrément pour l'Israël. Donc, nous devons faire attention à ce type de pays pour essayer de mobiliser des mouvements de solidarité pour la Palestine. Je vois par exemple que dans le chat, Dr. Jahid de la Malaisie dit que nous, les Malaisiens, ont soutenu de façon continue les Palestiniens et nous n'avons pas de lien diplomatique avec l'Israël. Les premiers ministres a dit que... Bon, nous avons une question pour vous qui est assez intéressante par rapport à la proposition de Trump d'avoir un gouvernement technocratique palestinien formé par des experts et les dénommés Conseil de la paix. Est-ce que vous pouvez commenter là-dessus? Est-ce que ce plan va être matérialisé ou pas? Quel est, à votre avis,
le déroulement pour les prochains mois, journées. Est-ce que vous l'envisagez comme une option possible ou pas? Vous devez activer votre micro, s'il vous plaît. Eh oui. Trump a dessiné un plan d'action, mais il n'y a pas ni de paix ni de plan. Il s'agit tout simplement de quelques idées, mais on ne peut pas nommer cela un plan. Point numéro 1. Point 2. Je vais vous expliquer ce qui était l'action de Trump. C'était une action pour arrêter la guerre. Voilà ce qui était et cela a été fait. Mais nous devons faire énormément d'attention parce que, à mon avis, le plan de Trump d'Israël de nettoyer les Palestiniens à Gaza a été tel qu'il a passé de parler de rivière à Gaza à déplacer les Palestiniens ou accepter que tous les Palestiniens devraient rester sur Gaza. Et ça, c'est la question ou l'aspect positif de la question. D'autre côté, ce plan ne porte pas sur la paix parce qu'il n'y a aucune référence à le besoin d'avoir de l'occupation, ni à la autodétermination du peuple palestinien, ni au droit des Palestiniens d'avoir leur propre État, ni être libres. Aucune. Et tout cela parle ou porte sur le règle étranger sur Gaza qui est un insulte pour le peuple local. Pourquoi aurons-nous besoin d'un gouvernement étranger quand nous avons passé des années à combattre la colonisation et maintenant nous nous battons contre les Israéliens? C'est pas une question d'avoir plus d'étrangers. Et l'idée des Trump, c'était d'ajouter la survie internationale pour séparer le Gaza de la bande occidentale en termes d'administration, de gestion. Et cela tue à vie l'idée de l'État palestinien. Et Trump a dit, OK, il y a des personnes qui veulent partir, il y a d'autres qui vont rester. Je n'ai pas de position là-dessus. Il n'a jamais fait allusion à l'idée d'un État palestinien. Donc, nous, toutes et tous, rejetons toute forme de règles étrangères. Nous sommes tout à fait capables de nous gouverner, d'avoir une bonne capacité de reconstruire Gaza si nous avons les ressources dont il faut. Il y a de bons voisins, donc les Palestiniens sont tout à fait capables de s'occuper de ces affaires. Ceci dit, je pense que l'accord signé par les 14 partis palestiniens parle de créer un gouvernement de transition indépendante professionnelle visant à garantir la continuité et en même temps, cela devrait être de transition pour préparer les élections démocratiques d'ici un an ou deux. Ça, c'est la façon correcte de préserver le droit des Palestiniens à être unifiés et ne pas séparer le Gaza du reste de la Palestine. Mais malheureusement, l'autorité palestinienne ne mettrait pas en force l'accord de Beijing, cet accord. Et je connais tous les détails parce que moi, personnellement, je fais partie de la rédaction. Et malheureusement, l'autorité palestinienne ne le met pas en force et c'est un intérêt de tous les Palestiniens, y compris eux.
Et à mon avis, c'est la meilleure approche de protéger les gens contre Tony Blair, par exemple. Quelle insulte de mettre Tony Blair à Gaza. Tony Blair, un criminel de guerre. Il a été responsable de l'invasion à Irak. Il ne s'est jamais excusé de la question d'armes à destruction massive. Et il a en plus une réputation personnelle très mauvaise. Il a passé 3 ans à Jérusalem pour travailler, mais il n'a rien fait. Mais c'est pour cela que je considère que nous ne devrions pas laisser Tony Blair ou qui que ce soit, parce que les dénommés plans de paix doivent se transformer pour devenir quelque chose qui soit une vraie paix. Mais la paix ne peut pas se passer avec la militarisation israélienne après le nettoyage. Ça permet aux Palestiniens d'avoir leur propre administration. Oui, tout à fait d'accord. Vous avez bien fait à vous faire allusion à l'unité parmi les Palestiniens. Nous avons des défis pour les campagnes internationales de solidarité, mais en même temps, nous avons de l'unité entre les différents groupes palestiniens. Tant que nous discutons les campagnes ou la pression internationale, il y a la proposition de Gustavo Petro, le président de la Colombie, d'avoir une force de protection internationale pour les Palestiniens. Est-ce qu'à votre avis, cette proposition pourrait être matérialisée à travers les Nations Unies? Bon, je trouve qu'il s'agit d'une bonne proposition et nous avons des États qui la soutiennent. Au nom de la société civile de la Palestine, j'ai parlé personnellement auprès le secrétaire du président Petro et nous nous sommes mis d'accord pour collaborer sur cette proposition. Malheureusement, cela n'a pas encore trouvé le soutien en entier chez les Nations Unies, mais je pense que c'est le bon chemin puisque le Conseil de sécurité ne prendra jamais des décisions pour mettre fin à l'occupation israélienne ou à aider le peuple palestinien. Donc, c'est quelque chose à continuer à poursuivre. Et nous remercions le président colombien d'avoir pris cette position d'avant-garde. Et je pense que cette proposition, c'est à travers cette résolution d'unité pour la paix lors de l'Assemblée générale. En fait, il y a un veto chez le Conseil de sécurité. Mais je pense que nous ne pouvons pas nous attarder sur cette question maintenant, mais il s'agit d'une proposition intéressante. J'ai vu dans le chat que nous avons des commentaires provenant de l'Inde. Nous voyons que le peuple de l'Inde sont énormément en solidarité avec le peuple de l'Inde, même si le gouvernement a pris d'autres positions vis-à-vis de cette question. Oui, je suis sûre à 100% et j'espère que le peuple de l'Inde pourront changer de gouvernement, non seulement en Inde, mais aussi dans plusieurs d'autres pays dans cette région. Notre coordinateur mondial, Roman Vega, voulait présenter notre campagne, en fait, de récolte de fonds. Est-ce que nous pouvons donner la parole à Roman maintenant? Est-ce que vous pouvez y aller? Oui, tout à fait. Merci. Je vais passer à parler en espagnol pour comprendre mieux ce qui a été suggéré.
Bien, le mouvement pour la santé du peuple avec le Conseil de direction mondial et ses organes de direction se sont mis d'accord pour mettre en marche à nouveau une campagne de solidarité pour le peuple de Gaza. Et ce webinaire en témoigne la nécessité, vu que la campagne génocide se montre comme une possibilité assez réelle, et vu également que les objectifs fondamentaux du peuple palestinien n'ont pas été achevés ni le seront avec le dénommé plan proposé par le gouvernement de Trump et de Netanyahou. C'est pour cela que nous allons continuer à montrer une grande solidarité approfondie vis-à-vis du peuple de Gaza et de la Palestine en général. Notre campagne, qui en plus compte sur le soutien et la participation active du Front pour l'action palestinienne de la société civile colombienne dans toutes ses expressions, qui, elle, également s'est mobilisée assez fortement pour soutenir le peuple de Gaza et du gouvernement colombien avec qui nous nous sommes réunis il y a 2 jours. Et cette campagne vise à récolter 220 000 millions en termes de pesos colombiens, cela veut dire 1 milliard dans un délai de 4 mois. Nous allons démarrer cette campagne cette semaine qui commence déjà. Et pour la Colombie, nous aurons un acte spécial de lancement avec la participation spéciale de notre collègue Assi Rally, qui nous accompagnera pour la réunion de la Fédération internationale des droits humains. Et malheureusement, notre camarade Hane ne pourrait pas y participer, nous les aurons aimés. De toute façon, nous nous sommes réunis avec les 2 collègues Luna et Manuela, et avec elle, nous étions dans les maisons de gouvernement Ils vendredi nous ont dernier. dit qu'ils vont participer avec enthousiasme dans le lancement de la campagne en Colombie. Je voudrais vous dire que c'est une campagne mondiale qui va engager toutes les régions du mouvement pour la santé des peuples, tous les pays où nous sommes présents, mais c'est aussi tous les partenaires et les organisations et mouvements partenaires du mouvement pour la santé des peuples qui voient avec beaucoup de sympathie cette campagne de solidarité. Nous croyons que nous allons arriver à l'objectif que nous nous sommes proposé. Cet objectif de recueillir des fonds servira pour reconstruire 3 des plus importantes institutions de santé dans lesquelles le mouvement pour la santé des peuples est présent. D'abord, la Société palestinienne d'aide médicale. Deuxièmement, les comités de travail, les travailleurs de santé. Et troisièmement, l'hôpital Al-Aouda. Nous sommes engagés fermement avec nos collègues qui exposent leur vie, qui donnent tout de soi pour aider en matière de santé au peuple palestinien. C'est ainsi qu'il a compris tout le mouvement pour la santé des peuples, le Front d'action pour la Palestine en Colombie, le gouvernement colombien qui est en train d'étudier parmi ces multiples initiatives que nous avons connues vendredi, un soutien très clair pour les services de santé du peuple palestinien. Alors, chers collègues, je vous invite à multiplier cette initiative. Vous pouvez voir vos lignements essentiels dans
le lien que nous avons mis sur le chat. Mais nous avons besoin de beaucoup de créativité à niveau de chaque pays, à niveau de chaque territoire du monde. Beaucoup de créativité, ça veut dire beaucoup de manières de promouvoir la campagne pour le recueil de fonds. Non seulement les mécanismes qui sont exposés dans le lien vont servir à recueillir des fonds, mais de multiples initiatives communautaires. Par exemple, en Colombie, nous pensons à organiser des activités culturelles avec la participation d'artistes, les syndicats, les fédérations des travailleurs de l'enseignement, par exemple, et les centrales ouvrières du pays vont se réunir et qu'ils planifient des processus pédagogiques qui permettront, pendant que les fonds sont recueillis à travers des initiatives communautaires, de renforcer la campagne politique de solidarité avec le peuple palestinien. Je pense que c'est ça le chemin. Et c'est une initiative qui doit engager les organisations et les mouvements sociaux, aux forces politiques, au gouvernement qui croient que la continuité de la solidarité est un droit et c'est une obligation morale, ainsi qu'un engagement politique avec la libération vraie du peuple palestinien. Merci, chers collègues. Oui. Merci, Romain. Et en effet, je pense que nous avons couvert tout ce que nous voulions couvrir dans le webinaire. Et il reste quelques minutes, justement, mais je voudrais donner la possibilité à nos trois panélistes de nous donner leur déclaration finale, brièvement, spécialement sur les défis pour le mouvement pour la santé des peuples dans cette nouvelle moment. Qu'est-ce que nous devrions faire? Qu'est-ce que vous pensez que nous devons, où nous devons nous concentrer maintenant? Juste une brève déclaration. Aziz, d'abord. Merci Wim. Je pense qu'on doit saisir toutes les occasions qui vont se porter devant nous. Premièrement, c'est ce qui va se passer à Bogota, comme a dit notre camarade Roman. Il y aurait le congrès de la fédération. Donc, on doit pousser dans le sens d'avoir une déclaration forte pour la Palestine. Comme ça, ce sera la feuille de route pour le prochain bureau de la fédération internationale des droits humains avec tout l'engagement de cette fédération. Ça d'une part. Deuxièmement, il faut essayer de s'ouvrir sur d'autres dynamiques, surtout en Asie et en Afrique, concernant la solidarité avec la Palestine, et ne pas rester uniquement de débattre, parce que selon moi, tout ce plan de Trump, c'est une nouvelle Oslo, ou bien c'est une nouvelle rencontre de Madrid, c'est-à-dire tout simplement pour gagner encore 30 ans ou 50 ans de débat en marge de vrais problèmes, c'est-à-dire le problème palestinien. Et lorsqu'on parle de la Palestine, de la rivière à la mer, c'est ça la Palestine pour nous. Merci. Anna, vous avez une déclaration pour nous? Oui, tout à fait. Nous devons continuer à parler de la Palestine parce que il y a un petit risque que quelques gens vont croire que le cessez-le-feu et les plans de paix va améliorer la situation pour les Palestiniens sans des actions de la part du peuple. Alors, nous devons continuer à ouvrir ce mouvement, inspirer la résistance. Et le fait que les Palestiniens continuent à être à Gaza, c'est une victoire massive du mouvement mondial. Alors, ce mouvement mondial doit continuer et les travailleurs de la santé doivent se centrer dans les institutions médicales, dans les entreprises telles que Teva, de Brésil, de l'Israël que nous devons boycotter. Nous devons continuer en solidarité avec nos collègues pour libérer la reconstruction de leur système de santé. Et nous allons soutenir cette campagne et nous allons utiliser toutes les connexions internationales que nous avons construites. 47 pays se réunissent dans une initiative des civils. Tous ces contacts que nous avons, tous ces bons exemples de mouvement de tout le monde doivent se connecter pour continuer à faire cette grande vague pour aider au peuple palestinien à libérer la Palestine complètement. Merci.
Le boycott et les sanctions, c'est une partie des campagnes de PHM avec les mouvements pour la santé des peuples. Mustapha? Oui, merci. Je voudrais remercier Romain et Romain Vega pour la campagne qu'ils réalisent maintenant pour nous aider à reconstruire nos cliniques détruites parce qu'il y a tellement nécessaire pour notre peuple. Mais je suis d'accord avec Hannah et Aziz. Personne ne devrait sentir que la guerre est finie ou que la lutte est finie. Nous devons, voilà, le plus grand risque que les mouvements de solidarité mondiaux pouvaient s'affaiblir. Mais tout au contraire, ils doivent se renforcer. Et comme on a dit, l'objectif est la liberté. L'objectif n'est pas seulement d'arrêter la guerre, mais d'arriver à la liberté de cette oppression terrible à laquelle nous sommes soumis. Mais je vois maintenant que c'est très tôt pour célébrer, bien sûr, et que nous allons célébrer vraiment quand nous arriverons à notre liberté, mais que nous devons célébrer le fait que l'objectif principal du génocide israélien, l'objectif principal de la punition collective israélienne, l'objectif de cette atrocité a échoué. Le nettoyage ethnique est, est échoué et c'est une victoire stratégique très grande qui va euh, changer nos objectifs les prochaines années. Nous ne devons pas permettre que les mouvements s'affaiblissent. C'est le grand objectif après ce webinaire. Mais je voudrais vous remercier aux trois panélistes aussi. Merci aux interprètes. Merci aussi à Miguel qui a été derrière les scènes avec toute la logistique. Ma principale leçon, et je voudrais vous rappeler que Dr Mustafa parle de ses visites à l'Afrique du Sud et comment les Sud-Africains ont partagé que même dans leur campagne contre l'apartheid, ils n'ont jamais vu ce niveau de solidarité internationale que nous voyons aujourd'hui sur la Palestine. Alors, cela nous devrait donner de l'espoir parce que l'apartheid est devenu l'histoire est là. Et cela veut dire que l'occupation de la Palestine, un jour, probablement, deviendra l'histoire aussi. Alors, nous ferons tout ce que nous pourrons pour faire que cela soit une réalité. Alors, merci à tous et nous serons ensemble dans cette lutte. Merci, Wim, de votre très bonne organisation. Merci infiniment. Au revoir.